Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le mercredi 8 octobre, le jour de son enregistrement, et comme toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut mon cher Antoine, c'est un honneur partagé d'être avec vous toutes et vous tous évidemment pour voir ce qui va se passer. Alors le programme évidemment il est chargé. On va bien sûr parler de la crise politique en France qui n'en finit plus. Ça devient incroyable, quoi. C'est complètement ridicule. J'en parlais sur ma vidéo YouTube également, mais je vais en reparler ici bien entendu parce que on est là pour vous. C'est vrai que ça défie l'entendement, hein. En 30 ans de carrière, j'ai vu tous les dirigeants politiques français, j'en ai vu des crises, mais là ça défie complètement l'entendement. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et alors. C'est vrai que bizarrement, ce sera le deuxième point. Les taux longs français avaient un petit peu dérapé au début, lundi dernier, lors de la démission du gouvernement, après 14 heures d'exercice. Et puis là, ça se calme un peu. Je pense que la BCE est intervenue, mais attention, c'est peut-être reculé pour mieux sauter, donc il faut être extrêmement prudent. Je pense que les taux longs pourraient monter très fortement en France. On verra tout à l'heure pourquoi. Après, bien entendu, troisième point, on va parler des indicateurs des directeurs d'achat qui sont sortis en fin de semaine dernière. Le PMI, vous savez, les directeurs d'achat dans le monde. Ça ralentit un petit peu, mais ça reste bon au niveau mondial. Par contre, on verra les pays qui sont en récession, dont la France malheureusement. Et c'est vrai que c'est triste parce qu'il n'y a que 4 pays qui sont en récession au niveau mondial aujourd'hui et la France en fait partie. Voilà, c'est la triste réalité. Et on parlera également de l'or qui bat bien sûr un nouveau record et ça fera la transition avec ta partie sur les marchés, Antoine, hein, comme d'habitude. Voilà le programme un peu chargé, mais on va commencer tout de suite évidemment avec toujours des graphiques réalisés sans trucage. Oui, effectivement, on va démarrer effectivement avec cette mascarade, hein, on en parlait préalable, mascarade du gouvernement français, hein, qui, voilà. Voilà. C'est vrai, effectivement. Donc là, on voit ce qui est en train de se passer. Alors, je vous ai mis, bon, là, j'ai mis des termes un petit peu dans mes slides. Habituellement, j'ai que des graphiques, mais c'est important pour bien fixer les idées. Donc, on a en fait 4 possibilités devant nous qui s'ouvrent dans cette crise politique. D'abord, premier point, ce serait que nous ayons, je dirais, un nouveau gouvernement. C'est ce qui se dessine. Mais attention, un gouvernement qui prône une augmentation des impôts, une augmentation de la dépense publique et la mise en sommet de la réforme des retraites. Bon, donc évidemment une catastrophe. Si ça arrive, ça ne va pas durer longtemps, mais ça serait quand même une catastrophe. Ça pourrait faire vraiment décaler les marchés. Donc on va surveiller dans les heures ou jours à venir. Donc deuxième enjeu, deuxième possibilité, une dissolution de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que là aussi, on n'est pas sûr d'avoir une majorité. Donc attention, prudence, ça pourrait là aussi faire particulièrement mal. Troisième scénario, la démission d'Emmanuel Macron. Alors pas pour tout de suite, parce que si évidemment il démissionne maintenant, on doit faire des élections 30 jours après. Donc ça serait évidemment un capharnaüm. Donc il peut simplement, c'est-à-dire c'est ce qu'a dit Édouard Philippe, prévenir les Français en disant voilà, moi j'arrive plus, je ne peux plus gouverner, j'ai mis la France dans une telle situation, donc maintenant je quitterai le pouvoir dans 6 mois, le temps de faire un vrai débat, justement pour savoir comment on peut sauver l'économie. Puis bon, il y a un dernier scénario, l'article 16 de la Constitution qui permet de donner les pleins pouvoirs au président de la République. Et là évidemment ça pourrait générer des émeutes un peu partout, voire une guerre Ouais. civile. Est-ce que bon, bref, bon, c'est un scénario catastrophe. Voilà les 4 possibilités. Donc pour l'instant, incertitude, on verra bien, mais que ce n'est pas quand même des choix formidables. Mais par contre, il y a 3 certitudes que j'évoque ici. C'est que, bon, la France est dans une crise politique dramatique, donc il faudra en sortir, mais enfin, ça va laisser des traces, bien entendu. Donc, moi, le seul moyen, ça serait justement qu'on ait une démission de M. Macron qui permette justement de voir un peu plus clair. Sinon, là, on va vivoter, ça va être l'incertitude. Je n'arrête pas depuis le début de semaine d'avoir des chefs d'entreprise, des investisseurs qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait? Tout est bloqué, tout est gelé. C'est extrêmement dangereux. Donc, cette crise politique, en tout cas, elle dure, est très dangereuse. Deuxième certitude, c'est que là, la crédibilité de la France est en train de s'effondrer. Elle était déjà pas très haute, mais là, évidemment, nous sommes la risée du monde. Mm. J'avais des clients italiens, là, justement, tout à l'heure, et qui ils se moquent un peu de nous, c'est vrai, parce que les Français ont tellement été un petit peu méchants à l'égard des Italiens que là, maintenant, ils se rattrapent, hein, disent nos amis italiens. C'est vrai qu'on est quand même la risée du monde, et beaucoup s'inquiètent, beaucoup d'investisseurs s'inquiètent, beaucoup de Français également s'inquiètent, donc ça, c'est une certitude. Et troisième certitude, voilà, il n'y aura pas de budget sérieux pour 2026, de budget crédible. C'est-à-dire que ça va encore déraper. Donc, je vous ai fait quelques petites prévisions pour 2025-2026. Donc, déjà, c'est sûr, on aura un déficit public qui va être très élevé, bien plus élevé que prévu. Je pense qu'on se rapproche des 6% du PIB, tant cette année que l'année prochaine. Deuxième point, évidemment, la croissance, comme il y a pas d'activité, là aussi, elle va être revue à la baisse. Et cette année et l'an prochain, je pense qu'on sera autour des 0,5% de croissance, pas beaucoup plus. Et là aussi, les enjeux de notation, Fitch a déjà dégradé, il manque Moody's dans quelques semaines, Standard Poor's au mois de novembre. Attention quand même, hein, si la réforme des retraites est gelée, alors là, je pense qu'on pourrait avoir une dégradation forte
hors examen normal. Ça, c'est quand même, ça serait une très mauvaise surprise. Je pense que là, on tombe à A simple, même pas A plus, A simple. Donc ça peut faire très très mal, mais on verra, espérons qu'on va éviter cela, mais ça peut là aussi arriver. Puis, dernier point, bien entendu, pour l'instant, ça n'a pas été trop grave, mais les taux d'intérêt qui ont quand même bien augmenté en début de semaine pourraient, là on a même touché les 3,6% sur le taux de 10 ans français, on pourrait évidemment aller bien au-delà. Donc c'est un petit peu des grands dangers qu'on peut voir pour demain, avec bien entendu, donc là, si on regarde les taux d'intérêt qui ont augmenté sur le slide suivant, Pardon. non, pas de problème. Toujours, voilà. Donc là, on voit bien qu'on a, là, ça baisse un peu petit aujourd'hui, mais on est quand même toujours autour des 3,54, 3,55. On est monté à 3,6%. Donc c'est quand même des plus hauts, hein, tu le vois, Hmm. depuis novembre 2011. Oui. Donc c'est quand même assez méchant, bien La entendu. Donc le crise marché de la dette obligataire. souveraine. Crise de Voilà, la tout dette à fait. C'est la souveraine. crise de la dette souveraine liée à la crise, d'abord la crise grecque, et puis après ça avait fait évidemment tache d'huile. Donc c'est quand même des niveaux extrêmement élevés, hein, et donc ça va avoir des impacts sur l'activité économique. Ça va casser évidemment la croissance. Alors ce qui est un peu intéressant de voir, c'est le spread, hein, l'écart de taux avec les autres pays. On a frôlé les 90 points de base avec l'Allemagne. C'est quand même Hmm. assez inquiétant, hein. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le taux allemand baisse parce qu'il y a eu des mauvais chiffres de la production industrielle en Allemagne. Donc, ça a calmé un petit peu le marché obligataire, plus certainement la BCE qui est intervenue pour soutenir la dette publique française, mais on a quand même touché quasiment les 90 points de base, donc quasiment un point d'écart entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand. Ça montre l'état de défiance, hein, des investisseurs. Alors, si on regarde par rapport aux autres pays, voilà, le Portugal par exemple, on a dépassé les 45 points de base d'écart. Tu vois, c'est vrai que, alors, oui, si on regarde bien le graphique pendant justement la crise de 2011, tu vois, il y avait un écart de taux énorme, je dirais, à la baisse pour la France. En disant, voilà, la France, c'était une valeur sûre, et encore il y a quelques années, c'était encore le cas. Et là, ça y est, aujourd'hui, les investisseurs préfèrent la dette portugaise que la dette française, et ils ont raison, parce qu'au moins, au Portugal, il y a un excédent public, ils font des efforts, ce qui n'est évidemment pas le cas chez nous. Regardez, même le taux d'intérêt 10 ans grec, 15, même 16 points de base, hein, au-dessus pour le taux français par rapport au taux grec. Et alors, cerise sur le gâteau, on en parlait il y a 15 jours, hein, on avait dit qu'on avait, sur quelques heures déjà, le taux français avait dépassé le taux d'intérêt italien. Et là, voilà, ça fait 3 jours que ça dure. Le 10 ans français dépasse le 10 ans italien. Et tant mieux pour nos amis italiens, c'est justifié, hein, parce qu'ils ont fait des efforts, alors que nous, malheureusement, on voit ce dérapage, on n'y arrive plus. Et donc, nous sommes devenus la risée de l'Europe, voire la risée du monde. Et donc, ce qui fait que la zone euro, tu vois, j'ai fait un petit. Alors, je viens de vérifier là, avant de commencer l'émission, il y a la Lituanie qui a. Là, c'est un petit peu monté juste au-dessus de la France, mais quand Hmm. même, les taux d'intérêt, c'était hier soir. On voit que la France est devant tout le monde, l'Italie, la Grèce, Malte, l'Espagne, la Belgique, etc. L'Allemagne était un peu plus bas, évidemment. Ça a un petit peu baissé aujourd'hui, hein, mais les écarts de taux restent à peu près les mêmes. Donc, on voit bien qu'on a ce mouvement de défiance sur la France. Donc, c'est quand même très triste, hein, surtout pour moi. C'est-à-dire, même, ça fait 30 ans que j'ai vu tous les dirigeants français. Et je craignais ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et voilà, ça nous arrive malheureusement. Et la folie, c'est qu'il n'y a rien, les dirigeants ne bougent pas. Là, ils sont en train de préparer une coalition avec des personnes, on ne va pas donner de nom parce qu'on ne peut pas donner de nom de parti politique, mais des personnes qui veulent augmenter les impôts, alors qu'on est numéro un du monde des impôts, et qui veulent augmenter la dépense publique. Hmm. Évidemment, une catastrophe. Donc c'est quand même très très triste ce qui est en train de nous arriver. Et je pense que bah, voilà, on avait toujours un espoir de pouvoir moderniser la France dans la douceur. C'est fini. Ça Et sera on c'est plus parle, Marc, possible. on parle aussi de la suspension de la réforme des retraites, hein. J'ai C'est ça, c'est ce entendu que je ça te dis, tout à l'heure. c'est ça. C'est Ouais, ça ouais. le grand danger, c'est Mais- qu'ils veulent effectivement supprimer, enfin, du moins, suspendre la réforme des retraites. hmm. Et c'est même Madame Borne qui, Madame Borne, ouais. qui avait fait elle-même la réforme des retraites. C'est incroyable Mais parce que c'est- c'était un totem, si tu veux, à ne pas toucher la réforme des retraites. C'est la seule réforme qu'a faite Emmanuel Macron. hmm. Et encore, c'est une réformette. Parce Hmm. qu'on est très très loin du compte. Il faudrait une retraite par capitalisation, il faudrait une retraite Ouais. justement où tu laisses davantage le choix aux Français, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc c'est une réformette et ils veulent déjà la mettre de côté. Donc ça va coûter très cher, ça veut dire qu'il y aura évidemment des milliards supplémentaires de déficit des retraites. Et parallèlement, hein, je rappelle que pour l'instant, la retraite, elle est en déficit sur la retraite de la fonction publique, autour des 60 à 80 milliards d'euros chaque année. Pour l'instant, le système privé est pile à l'équilibre, mais il devait justement tomber en déficit à partir de l'année prochaine. Donc, si évidemment il n'y a pas de réforme, ben, ça va être encore plus grave. Et là, très honnêtement, on pourrait avoir une sanction très forte des agences de notation
hors réunion normale, et donc avec une forte dégradation. Et là, évidemment, les taux de long, ils peuvent monter à 4, voire 5%. Hmm. Ça peut aller très très vite, hein. Donc, c'est vrai que j'ai pris un pari dernièrement justement sur le taux 10 ans français à 5% pour début 2026, si rien ne change. Entre-temps, c'est en train de s'aggraver. Donc, oui, c'est un vrai risque, malheureusement. Et donc là, l'ensemble des Français en paieront la facture, bien entendu. Alors justement, ça fait la transition pour la troisième partie, c'est-à-dire qu'on va parler des PMI, hein, c'est les fameux indices d'activité, indicateurs d'activité, qui sont indicateurs avancés justement, et on voit que bah, l'indice français, c'est aussi le plus mauvais de la zone euro finalement. Et voilà, c'est ça qui est très triste quand même, parce que donc il y avait la première estimation il y a à peu près 15 jours, là il y a la deuxième estimation, et cette enquête a été menée évidemment avant ce qui s'est passé ces derniers jours, hein. C'est Mm. dire ce qui nous attend. Donc là on a la courbe rouge, donc c'est l'indicateur directeur d'achat, tout secteur confondu, il y a la barre à 50, donc au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité. Non seulement ça baisse, mais on est à 48,1. Donc on est sur un niveau extrêmement faible, de récession, hein, disons-le. Et évidemment, avec ce qui s'est passé pour le début du mois d'octobre, ça ne va pas arranger la situation en octobre. On risque d'avoir encore une nouvelle baisse. Et donc là, je vois, hein, tous les projets d'investissement sont gelés. Ça risque de faire très mal. Alors si on voit secteur par secteur sur la zone euro, là c'est l'industrie. Voilà, France, dernière de la zone euro. Donc vous avez tous les chiffres, je ne vais pas tous les commenter, mais juste pour montrer quand même que ceux qui nous avaient dit oui, on va réindustrialiser la France, hein, tu t'en souviens? Oui, On oui, dit ah ben bien oui, moi sûr. j'avais dit mais non, c'est du marketing. Ben, effectivement, ouais, voilà où est l'industrie aujourd'hui. Tu ne peux pas réindustrialiser si tu ne baisses pas les impôts, si tu ne fluidifies pas le marché du travail et l'économie française. Et au contraire, on a rigidifié avec parallèlement une incertitude qui coûte très cher et donc qui fait très mal. Donc industrie française, lanterne rouge de la zone euro. Les services, slide suivant, où justement on avait dit les services, Mm. la France résiste bien. Là aussi, la France, dernière de la zone euro pour ceux qui publient des indicateurs des directeurs d'achat Et dans en les contraction services. en plus. Et en contraction, hein, encore une fois, Mm. le seul pays en contraction. Mm. Et si tu regardes sur l'indicateur composite, donc on vient de voir là, pour tous les pays de la zone euro, la France également en contraction. Et regarde bien, c'est intéressant de voir que au-dessus de la zone euro, tu vois, il y a de la France, il y a la zone euro, tu vois. Donc Mm. la zone euro, c'est un plus haut depuis 16 mois. Donc la zone euro, ça va mieux. Alors que Mm. nous, évidemment, on chute. Tu vois, Mm. donc on tire la zone euro vers le Vers le bas. bas. Donc Mm. c'est quand même très très grave. Et donc là aujourd'hui, on a vu les déclarations des dirigeants allemands, dirigeants italiens, même de Madame Lagarde de la BCE, qui sont très inquiets sur la situation Mm. française. Et ça, encore une fois, c'était avant la crise politique, la nouvelle crise politique. Donc pour te dire que malheureusement, la France souffre énormément et nos dirigeants, voilà, ils sont en train de mettre la France dans une situation cataclysmique. Et donc c'est quand même très 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 grave. La bonne nouvelle, c'est peut-être la fin du film. Donc après, il y aura peut-être un nouveau film, j'espère. Mais là, il faut faire un reset, hein. C'était mes deux derniers livres, un reset et reset 2. Je pensais qu'on allait faire un reset. Il y en a eu un, mais pas assez. Donc sur la France, on n'en est pas encore là. Donc là, je vous ai fait pour conclure sur les PMI, l'ensemble des grands pays. Donc l'Inde est toujours numéro un du monde. On a ensuite les États-Unis qui résistent. L'Australie, la Chine, ça va un petit peu mieux quand même, la Chine. Mais bon, c'est pas non plus l'euphorie. Le monde, ça ralentit un peu, mais à 52,4, c'est pas non plus dramatique. Et après, voilà, Japon, Afrique du Sud, Royaume-Uni et quatre pays seulement sont en récession si on suit les indicateurs des directeurs d'achat. La France, après on a la Russie, le Canada, et donc le Canada qui était dernier, il s'est fait prendre sa place, entre guillemets, par le Brésil. Le Mm. Brésil qui est donc désormais la lanterne rouge de l'économie mondiale. On voit bien que le Brésil s'effondre, alors que le voisin, l'Argentine, connaît une croissance forte. Donc c'est assez intéressant de voir ça, que les pays justement, rappelle-toi quand Milei avait été élu, certains des économistes avaient dit oh là, ça serait une catastrophe, l'Argentine va s'effondrer, et alors qu'on dit que le Brésil allait redémarrer, ben, c'est exactement l'inverse qui est en train de s'observer aujourd'hui. Donc voilà, les quatre pays qui souffrent dans le monde, et il y a évidemment malheureusement la France, et c'est évidemment très triste. Et alors pour conclure, avant la partie sur les marchés, pour faire la transition, je vous ai fait un petit Mm. graphique sur l'or. Là aussi, bon alors je sais que vous nous avez écoutés, donc merci à vous. Depuis des années déjà, on avait annoncé que l'or allait continuer d'augmenter. Pour tout vous dire, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite à 4000 $ l'once. Ça y est, on l'a touché aujourd'hui. 4000 $ l'once. On était à 3000 il y a encore quelques. On Ouais, avait battu le record des incroyable. 3000 il y a encore quelques mois. Donc tu vois que ça va extrêmement vite. Mm. Donc tout ça pour dire que il y a bien une sorte de paradoxe. Tu vas en parler maintenant, hein. Les marchés boursiers Mm. flambent, l'or aussi flambe. Donc les investisseurs se disent il faut quand même garder une poire pour la soif. Il y a un danger au niveau mondial. La France, les risques géopolitiques, les risques de bulle également, avec déclassement de la bulle sur les marchés boursiers. Et donc, l'or Mm. reste valeur refuge. Donc, voilà, la fameuse poire pour la soif, ça a bien fonctionné.
N'oubliez pas quand même de prendre régulièrement vos bénéfices, parce que là, ceux qui ont Mm. acheté évidemment sur des niveaux Ouais. assez bas, comme nous l'avons fait, il faut prendre régulièrement ces bénéfices, quitte à réinvestir ensuite dès qu'il y a une petite baisse des cours de l'or. Donc voilà, c'est vrai que c'est un monde complètement fou dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça va être très, très, très volatile. On sera là pour vous aider, mais c'est vrai qu'on va vivre des semaines, elles sont déjà assez incroyables, surtout pour la France, mais ça va être de plus en plus incroyable. Donc voilà, il faut s'accrocher. Mm. Please, please fasten your seatbelt, hein, Mhm. Mhm. faut Non, mais accrocher vos justement, ceintures. sur l'or, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, il y a deux phénomènes. C'est que les banques centrales diversifient leurs réserves et ont plus vraiment confiance en dollars et donc achètent de l'or massivement. C'est ce qui participe à cette montée. Et Tout à fait. puis, on a aussi, alors c'est assez intéressant, c'est que maintenant, on a des grosses banques d'investissement qui nous disent il faut diversifier, acheter de l'or. Maintenant, dans les portefeuilles, c'est plus 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations. C'est 60-20-20. Donc 20% d'obligations et 20% d'or. Donc on voit que vraiment l'or est en train de prendre une place prépondérante dans tous les portefeuilles des investisseurs et ça participe à cette montée. Alors c'est vrai que là, on est sur une hausse qui est quand même, quand tu regardes avril 2025, 3 000 $, on est aujourd'hui à 4 000. Ah, c'est fou, c'est complètement fou. C'est assez fou. C'est possible que là, bon, il y ait peut-être une stabilisation, voire une correction à voir, mais bon, c'est vrai que ça prend des proportions assez C'est importantes. vrai que, alors, soit il y a une info qu'on n'a pas, Mm. hein, il y a peut-être je sais pas, une pandémie qui arrive ou, ou une Ouais. guerre mondiale qui arrive, j'en sais rien, et qu'on n'a pas l'info, mais Et c'est quand même louche, même si c'est quand même- effectivement les arguments que j'ai souvent Oui. avancés, que tu as repris, montrent bien que oui, on Mm. peut justifier la hausse de l'or, mais quand même, ça va vite. Oui, Alors, aussi vite, oui, c'est vrai c'est une ligne que droite, tu vois, la fin de du graphique, on c'est une peut, ligne on, droite. ouais, Ah, il y a quand même un problème, tu vois. ouais, ouais, Donc, on bon, peut. il faut quand même. Il y a limite une bulle Il sur faut l'or être ouvert. finalement. C'est limite, enfin c'est, voilà. Bah, une bulle, oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal de risques, tu vois. Et puis Oui, oui. surtout, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas tellement d'alternatives, hein. Au- Bon, il y a bien sûr les marchés actions, mais ils sont quand même très voilà. très chers aujourd'hui. Au vu, Donc, ce qui fait que globalement, bon, là, on se dit pourquoi pas, au vu de la la poire rapidité de pour la la hausse en soif. fait. Ouais, ouais. Mais alors justement, donc ça fait la transition pour les marchés. Alors justement, là, je vous mets comme à chaque fois les performances sur une semaine, un mois en year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année, et c'est incroyable. Tout est vert, voilà, tout du vert partout. Donc c'est assez rare de voir sur toutes les temporalités Comme le logo d'Itoro d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Ouais, voilà. Mais on est toujours, oui, vert, c'est le côté positif des marchés. Et donc, justement, vous voyez, on voit que le Nasdaq quand même progresse de 18% depuis le début de l'année, sachant qu'il était à -20 à un moment. Donc, vous voyez la hausse qu'il a repris depuis le mois d'avril. S&P 500, Dow Jones, Wall Street qui enchaîne 7 séances de hausse consécutives. C'était pas arrivé depuis le mois de mai. Et toutefois, la Chine qui surperforme encore une fois. On est à plus 35% pour le Hang Seng, c'est l'indice hongkongais. Alors, il y a un effet rattrapage. Ça faisait 3 ans que ça sous-performait en Chine, donc il y a un effet rattrapage, mais on voit que voilà, le marché est inébranlable. Il continue de progresser. Alors, je vous ai mis, bon, maintenant, ça, c'est un petit graphique pour montrer, pour les amateurs d'analyse technique, c'est le nombre de séances passées au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ben, vous voyez que pour le S&P 500, c'est 106 jours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. C'est la cinquième plus longue série depuis les 30 dernières années, pour vous montrer la puissance du mouvement. Voilà, donc le record, c'est 149 séances de suite au-dessus de la moyenne mobile. C'était en 2007. Et 2007, c'était pas annonciateur, Ah évidemment. oui, on sait ce qui s'est passé ensuite, hein, donc Voilà. c'est pas très bon signe ça. Voilà. Euh, et alors, voilà, l'Eurostock 50 aussi inscrit un nouveau plus haut. Donc, ça faisait 25 ans. C'est un plus haut qui date de 99 aussi. Ça ne nous rappelle pas de très bons souvenirs. C'était juste avant le crack de la bulle Internet. Mais vous voyez que l'Eurostock 50, donc c'est les 50 plus fortes valorisations européennes, eh bien, inscrit un nouveau plus haut historique. Donc, on voit que tous les indices, maintenant, l'Europe se met aussi à progresser. Ça explique pourquoi aussi le CAC 40, bah, comment dire, ne s'écroule pas, puisque le CAC 40, lui, monte quand même, mais il est pas au plus haut historique quand même. Faut quand même raison garder. Il est quand même sous-performant des autres indices, c'est logique, mais il s'écroule pas, alors qu'on on a compris que la situation pourrait l'expliquer. Et pour terminer, alors je vous ai mis un deal de Trump sur le secteur de la santé, c'était assez intéressant. Donc en fait, c'est Pfizer qui a accepté de réduire les prix de ses médicaments en échange de suppression des droits de douane. Donc Trump enlève les droits de douane sur le secteur de la santé pendant 3 ans. Et ça inclut quand même 70 milliards de dollars d'investissement de Pfizer aux États-Unis. Et on voit que des entreprises comme Johnson Johnson,
AstraZeneca, Roche, eh bien, vont produire aux États-Unis pour évidemment avoir les droits de douane qui sont supprimés. Ah ouais, c'est assez incroyable. Il faut reconnaître que là, Trump, pour l'instant, il gagne son pari quand même, hein. Bon, Mm. il y a pas les très bons chiffres sur l'emploi, il y a le shutdown, etc. Là aussi, Oui, c'est pareil. Avec le oui, shutdown, les marchés continuent de croître. oui, Il y a quelques années, le shutdown, ça faisait peur à tout le monde. Là, oui, on se rend compte que finalement, en gros, les investisseurs se disent, bon, bah, Trump, business first, quoi. Donc, il pense d'abord au business et on voit que ça marche. On voit que oui, ça tout marche. à fait. Moi, et donc, je pense que moi, je suis pas inquiet pour d'ailleurs, vous pouvez témoigner, ceux qui nous écoutent, hein, alors que depuis le début de l'année, tout le monde dit, ah, les Américains vont s'effondrer. Moi, je dis, non, ça va résister, et ça résiste. Par contre, ceux qui sont en train de s'effondrer, c'est nous. On voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe en France. Bon, l'Italie résiste plus ou moins, mais bon, elle ne pourra pas être toute seule, bien entendu. Donc la zone euro, c'est quand même assez compliqué. Et je pense que ce qui se passe en France également, elle peut être le détonateur qui va générer une crise assez grave en Europe. Et voilà, comme d'habitude, les Américains vont s'en sortir, les Chinois vont s'en sortir, les Indiens vont s'en sortir. Et nous, par contre, on risque de souffrir. Donc espérons juste qu'il voilà, n'y aura pas de guerre avec la Russie, parce que sinon, ça pourrait faire mal ensuite. Donc, mais voilà. Mais toujours est-il que aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, hein, est à la traîne. Et on Mm, voit bien que ce qui se passe avec la Chine, hein, maintenant qui inonde l'Europe de ses produits, elle a plus de mal à exporter vers les États-Unis, elle exporte maintenant en Europe et nous, on ne fait rien. Donc voilà. mm. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est tout simplement, tout à l'heure je dis ça dans une interview, c'est le match entre le pragmatisme américain ou chinois ou indien et le dogmatisme européen, et en particulier le dogmatisme français. C'est ça qui nous fait mal. Et on voit ce qui se passe, d'un point de vue politique en France, c'est incroyable. Et les Français, même ceux qui ont envie de se battre, qui ont envie d'avancer, de créer des entreprises, créer des emplois, etc. Et là, évidemment, on leur donne pas envie. Et que font les politiques? Ben, des calculs politiciens pour savoir, ben, tiens, est-ce qu'on va éviter la motion de censure, etc. Ce n'est pas sérieux. Comme j'ai failli mettre mon t-shirt, hein, Mm. comme tu sais, hein, ce n'est pas Oui, sérieux. Mais c'est vrai bah, que je suis déjà maintenant à la troisième vague de production du t-shirt, j'en peux plus. oui, c'est sûr que c'est. Je vais pas me reconvertir, hein, je vous rassure, en vendeur de t-shirts, mais c'est vrai que ce n'est pas sérieux. Mais quand va-t-on arrêter? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça devrait nous ouvrir les yeux, et nous, malheureusement, on n'y arrive toujours pas. Donc, c'est quand même dommage. Mais bon, on sera là pour continuer Ouais. d'essayer de voir plus clair avec vous, bien entendu. Alors justement, on va réaliser un webinaire la semaine prochaine, hein, c'est mercredi prochain ou jeudi prochain. Jeudi prochain, Jeudi, le pardon, 16, le 16. jeudi 16, Tout à fait. octobre à 19 h. Et vous pourrez poser vos questions en direct, hein, évidemment. C'est ça l'avantage d'un webinaire, c'est que c'est interactif. Et on sera là pour répondre avec Marc justement à vos Voilà, avec grand questions. plaisir. Voilà, On est nombreux. il y a encore beaucoup de choses d'ici. Voilà. Peut-être qu'on aura peut-être deux autres gouvernements qui auront été nommés, qui auront démissionné, peut-être d'ici là, parce que Oui. au train où ça va, 14 heures, hein, le gouvernement, quand même, on a battu un Ouais, record. là, c'est le Peut-être record que là, mondial. Hmm. d'ici la semaine prochaine, on aura peut-être deux autres gouvernements. Ouais. Enfin bon, blague à part, évidemment, on parlera un peu de toutes les perspectives pour la fin d'année, sur l'économie, sur l'euro-dollar, sur les marchés, sur les taux d'intérêt, sur la bourse. Hmm. Donc voilà, soyez nombreux, on sera là pour répondre à vos questions. Hmm. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous Merci dit à donc vous. à la prochaine. À la Salut. semaine prochaine, à très bientôt. Bye bye.